Vous avez vécu un calvaire, un viol le 11 novembre dans le hall de votre immeuble. J'entends des bruits de pas courir derrière moi et en fait je me retrouve plaquée au sol. Une jeune femme qui a été très peu soutenue, qui s'appelle Claire Géronimi. Vous prenez la parole sur RMC pour dénoncer l'insécurité dans laquelle vivent les femmes au quotidien. Éclat, un mot à double tranchant qui symbolise à la fois brisure et rayonnement, cassure et sentiment. Je suis Claire Géronimi et à la suite de mon agression, j'ai décidé de donner la parole à des personnalités inspirantes pour mettre en lumière leur vision féminine si singulière. Femmes politiques, journalistes, psychologues, avocates ou encore victimes échangeront avec moi sur leurs sentiments et leurs interrogations de notre place dans la société. Je désire également mettre l'accent sur leurs histoires marquantes afin de vous fournir, chères auditrices et auditeurs, les clés vers votre propre éclat. Bienvenue dans le podcast Éclat de femmes. Bonjour Azilise, merci beaucoup aujourd'hui de venir sur le podcast Éclat de femmes. Est-ce que tu pourrais déjà te présenter à nos auditeurs ? Merci beaucoup de me recevoir Claire, je suis hyper heureuse d'être là avec toi. D'abord je voulais juste te dire bravo pour tout ce que tu faisais. Tu as une parole très importante aujourd'hui et tu es très courageuse. Merci. Moi, je suis journaliste, je suis rédactrice en chef des pages opinion du JDD. Et voilà, je viens de publier L'enfant et l'avenir de l'homme chez Albin Michel. C'est mon premier livre et je dirais que c'est un plaidoyer, un éloge de la maternité. C'est vrai qu'il y a quelque chose dans ton livre qui m'avait énormément touchée, que maintenant je ressors beaucoup à mes amis. C'est le fait de s'émerveiller. Enfin, à un moment donné, je sais plus, tu racontais que ton enfant s'était émerveillé devant une feuille qui tombait alors que vous étiez pressés pour aller à l'école. Et c'est quelque chose qui m'avait énormément émue. En fait, c'est vrai qu'en tant qu'adulte, on ne se rend pas compte du tout de toutes les belles choses qui nous entourent. Et... Ouais. Oui, et d'autant plus quand on vit dans un milieu urbain, qu'on est entouré de béton. C'était vraiment un moment où on a pu se tourner grâce à mon fils vers la beauté d'un instant, de ces feuilles qui tombent de l'arbre à l'automne, qui nous rappellent à la fois le temps qui passe, les saisons, et puis la beauté de la nature au milieu de cet écrin urbain. Et c'était un moment suspendu dans le temps. C'est des choses à cultiver, en tout cas, je suppose que en tout cas, tu as essayé de faire. Et quand on parle aussi dans ton livre, du coup, ton livre « L'enfant et l'avenir de l'homme », comment ça t'est venu d'écrire justement ce livre ? Alors, je pense que la première fois que j'ai écrit sur ce sujet, en tout cas sur un sujet que j'aborde dans le bouquin, c'était un article pour Le Figaro, où je travaillais à l'époque, qui abordait la question du regret maternel. Il y a eu un moment où beaucoup de livres sont sortis à ce sujet, beaucoup d'articles, on en faisait beaucoup état dans les médias féminins. Et en fait, j'ai trouvé ce discours terrible. Terrible pour plusieurs raisons. La première, parce que je pensais d'abord aux enfants, qui allaient entendre ça. Donc les mères avaient beau dire « j'aime mon enfant », mais si je vais retourner en arrière, je ne lui donnerai pas la possibilité d'exister. Je trouve que c'est quand même très très dur. Et puis surtout, en fait, ces femmes, quand on lisait leurs témoignages dans le livre de Sophie Thomas, Mal de mer, il y avait des souffrances. Elles témoignaient de souffrances, c'est-à-dire elles-mêmes n'avaient pas reçu peut-être l'affection nécessaire pour pouvoir créer du lien, rentrer en relation avec les autres, cette relation du jeu au tu qu'on apprend d'abord en fait dès le ventre de sa mère, dès la vie intra-utérine, et puis ensuite avec ses parents au sein du foyer. Et donc elles faisaient état toutes de souffrances qui les empêchaient de créer un lien avec leur propre enfant, ce qui rajoutait évidemment à leur traumatisme. Et au lieu de leur donner la possibilité de s'en sortir, de guérir, eh bien, des militantes féministes venaient plaquer un discours préconstruit sur ces souffrances en disant si aujourd'hui vous n'arrivez pas à créer un lien avec votre enfant, c'est parce que vous ne vouliez pas être mère, mais la société patriarcale vous a obligé à l'être. Et donc vous l'êtes devenue malgré vous, vous n'auriez pas dû. Et je trouvais ça vraiment triste et dangereux. Parce qu'on enferme des femmes qui n'ont plus la possibilité de s'en sortir. Et surtout, on fait croire à celles qui vont devenir mères qu'elles possiblement elles peuvent regretter cet état, ou que ce n'est pas la bonne direction à prendre. Moi, c'est pas du tout ce que je vivais. Donc ça a été un peu le point de départ de cette réflexion. Après, le mouvement No Kids a pris une proportion dingue dans les médias. Et donc j'ai voulu un peu aller à la rencontre de ces divers militants et essayer de comprendre non seulement les ressorts profonds de ces mouvements,
mais apporter une réponse et un autre point de vue que j'estimais ne pas entendre suffisamment dans les médias. C'est vrai que malheureusement, je pense qu'elles ont peut-être enfermé un peu trop ces traumatismes, enfin ces femmes qui étaient traumatisées peut-être dans une idéologie que toi, tu as justement essayé de contrer à travers ton livre. On va dire que tu as réussi à allier on va dire, ta maternité et ton rôle de mère et en même temps ton travail, et puis avoir quand même une carrière plus ou moins, enfin, comme tu l'entends, on va dire aussi. Et en fait, les féministes, on va dire, et leur vision de la maternité sont un peu biaisées, je pense, dans un sens où c'est soit l'un, soit l'autre. Enfin, j'ai l'impression que c'est un peu ça, comment elles fonctionnent. Je sais pas si... Alors, je ne sais pas toutes les féministes, certes, c'est certains mouvements. Oui. Et moi, c'est vrai que ça m'a étonnée de voir que c'était des choses qui étaient profondément inscrites dans la tête des jeunes filles, notamment. Je ne suis pas très âgée, mais j'ai donné des conférences et il y avait des jeunes femmes, plus jeunes que moi, donc qui avaient entre 22 et 24 ans, qui sont venues me voir et qui m'ont dit « Mais donc, c'est possible ?» Ouais. Je dis, comment ça, c'est possible? C'est possible de travailler, d'avoir des enfants. Et je pense qu'elles étaient tiraillées entre une envie assez naturelle de devenir mère un jour et la volonté de travailler, d'avoir une carrière, de s'épanouir aussi individuellement dans ce rôle-là. Moi, ce que je reproche aujourd'hui, au mouvement féministe, c'est de faire croire que nous avons le choix, alors qu'en fait, on n'a pas le choix si on veut travailler. Évidemment, il y a des questions aujourd'hui du développement du marché du travail qui sont donc purement économiques. On ne peut plus vivre, ou à moins d'avoir beaucoup de chance, d'être privilégié, on ne peut plus vivre sur un seul salaire, donc c'est un sacrifice financier si l'un arrête de travailler. Et puis, surtout, on considère que les individus existent seulement par leur existence économique. Ça marche aussi pour les hommes, mais il se trouve que la femme a une particularité, c'est qu'elle peut porter la vie. Et donc, quand on demande à une femme de revenir au bout de 2 mois, après 2 mois et demi après avoir accouché, en fait, elle n'a pas cicatrisé, elle n'est pas prête. Et moi, je dois dire que pour mon premier enfant, j'étais quand même contente de retourner au travail, parce que ça me permettait, de m'aérer, de voir d'autres gens, même si je pleurais chaque matin en le laissant. Et avec le deuxième enfant, peut-être que j'étais plus mature et j'aurais aimé rester plus longtemps avec lui. Mais je pense qu'à l'époque, je ne savais pas dire non. Non, tout simplement. Et puis, c'est posé la question économique. Et en effet, ça aurait été un véritable sacrifice, pour le coup. Alors, pour le coup, moi, de base, je voulais des enfants avant 30 ans, etc. Bon, peut-être, on verra, c'est pas encore fait. Et puis... J'en ai beaucoup parlé à mes amis, et mes amis me disaient « Mais oui, c'est pas normal, en fait. Pourquoi tu veux des enfants dans 30 ans? Tu vas ruiner ta carrière, etc. Tu ne deviendras jamais une businesswoman comme tu veux le devenir aussi. » Et je trouve que c'est bizarre de réagir comme ça, que ça soit A et B, et ça ne peut pas être C, en fait, qu'on ne peut pas combiner les deux, etc. Je trouve que c'est assez dommage. Encore une fois, ma vie n'a pas du tout valeur d'exemple, mais... il se trouve que moi, j'ai eu l'impression, et je le constate chez beaucoup de femmes qui sont mères, c'est une plus grande capacité à travailler de manière efficace, parce qu'on doit être mieux organisé, puisqu'on organise nos journées autour de celles d'un autre. Il faut les récupérer à la crèche, à l'école, etc. Et puis, dans un temps ramassé, on fait plus de choses. Enfin, moi, je trouve que mes capacités se sont décuplées, et je trouve que ça s'observe chez plein de femmes. Ouais. C'est assez incroyable. Tu évoques aussi l'individualisme dans la société. Est-ce que tu pourrais détailler un peu ce point, notamment à travers l'idée de l'égoïsme, on va dire, c'est la santé, comme le dit Benoît Groth. Oui, alors ça c'est très drôle parce que j'ai remarqué quand j'ai interrogé des gens qui ne voulaient pas avoir d'enfants, donc qui ne se disent pas forcément child free ou no kids. J'ai interviewé des militants, mais j'ai aussi interrogé simplement des gens qui ne veulent pas d'enfants. Donc ils se sont interrogés sur ces raisons. Et la plus grande crainte, c'était une crainte un peu... Alors il y avait 2 choses. Il y avait la crainte de l'engagement. Ouais. Je m'engage avec quelqu'un d'autre pour toute une vie. Et même si un jour on se sépare, eh bien, finalement il y aura cet enfant qui nous reliera pour toujours. Donc ça effraie. Dans un monde où il y a de plus en plus de divorces et où il y a aussi des enfants divorcés, donc ils ne veulent pas faire revivre cette même chose à un enfant ou vivre cette expérience, voilà, simplement, d'être lié à quelqu'un pour toujours. Puisqu'on est dans une société de surconsommation aussi qui fait que c'est assez lié. Et ça, c'est l'autre point, c'est que beaucoup craignaient une perte de pouvoir d'achat, tout simplement. Et je trouve que les gens après avoir évoqué quelques raisons vertueuses, ils sont contents de participer à la grande œuvre
de la sauvegarde de la planète, etc. En fait, ces raisons sont vite évacuées et on voit bien qu'il y a une volonté aussi de toujours pouvoir vivre pour soi. Il y a évidemment la question de la consommation, mais cette question de la consommation, c'est presque une conception philosophique de la vie. C'est comment est-ce que je peux décider ce soir, par exemple, d'aller boire un verre avec mes copines plutôt que d'aller à la crèche chercher un enfant, et simplement d'avoir cette charge n'est plus acceptable pour la plupart de nos contemporains, le fait de s'occuper d'un autre que soi-même. Je pense que c'est, donc je le disais, beaucoup lié à une crise de l'altérité aussi, qui va avec celle de l'engagement. C'est comment est-ce qu'on considère l'autre et pas uniquement soi-même. Et cette possibilité, je pense, c'est aussi celle... On parlait de cultiver l'esprit d'enfance, c'est essentiel, mais aussi devenir des adultes en étant des êtres responsables. Et la plupart, je pense, ne sont pas tellement responsables d'eux-mêmes, et donc se disent comment je peux devenir responsable d'un autre. C'est une question qui est légitime, et je pense qu'il y a plein de bonnes raisons d'être angoissé quant à l'avenir aujourd'hui. Mais je pense qu'il n'y a pas de meilleure réponse que la naissance, celle de donner la vie, et d'avoir la possibilité, au travers du regard de son enfant, on parlait tout à l'heure des feuilles qui tombaient, d'avoir un regard neuf sur le monde. Je pense vraiment que c'est le plus grand acte d'espérance qu'on puisse poser. Alors il y a d'autres formes d'espérance à poser, mais en tout cas pour moi ça a été une clé. Et je crois au contraire que les angoisses qu'on peut avoir, cette volonté aussi de vivre pour soi, on a tout ça en nous, enfin, c'est très humain, elle s'évanouit, ou en tout cas elle s'atténue quand on a un enfant, parce que c'est quelque chose qui nous dépasse, qui est plus grand que nous-mêmes. Moi je le vois. D'ailleurs, pour rebondir sur ce que tu viens de dire, en fait moi j'avais une belle-mère à l'époque qui, elle, a arrêté son travail justement quand elle était enceinte de son premier enfant. Et bon, après, elle a pris un chien parce que ses deux enfants sont partis faire des études. Mais j'ai trouvé ça tellement respectable. Je l'admirais, en fait, du fait d'avoir arrêté son travail et de s'être dédié toute sa vie à ses enfants. Comment est-ce que tu pourrais montrer, justement, comment toi, tu arrives à montrer aux femmes qu'en fait, c'est tout aussi légitime d'être une mère au foyer que d'être une mère qui allie travail ou alors... Il y a cette phrase que j'ai tout le temps en tête, c'est qu'il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu'on aime. Je pense qu'il y a différentes manières de le faire, mais de toujours se poser, en tout cas moi c'est une question que je me pose au quotidien, c'est est-ce que je vis uniquement pour moi, ou est-ce que là, je vis aussi pour les autres et je fais la place nécessaire à ceux que j'aime. Et je pense évidemment que quand on est mère au foyer, on élève quand même, c'est fou, c'est si peu valorisé alors qu'on élève ses enfants, on leur fait toute la place, on fait aussi la place à ce lieu qui est le lieu où la famille peut s'épanouir. Moi je parle, c'est un terme que j'emploie dans le livre, l'oikophilie, c'est l'amour du foyer, et c'est comment en son sein se développe cette relation du jeu au-dessus, et l'apprentissage des règles élémentaires pour aussi la vie en communauté ensuite, c'est-à-dire la loyauté, la politesse, le sens du service, l'enracinement. Parce que c'est dans cette maison qu'on a adapté, dont on prend soin, etc., où se lissent tous ces liens d'amour et qui nous permettent ensuite d'habiter le monde dans lequel on vit. Donc à différentes échelles, à l'échelle de la nation, mais aussi évidemment à une échelle plus large, celle du monde. Et je pense vraiment que c'est cette possibilité d'être bien éduqué, d'avoir aussi des parents présents qui nous donnent profondément d'être des habitants du monde. En termes justement d'être bien éduqué, d'avoir ses parents, etc., tu parles aussi de la GPA, des risques liés à la marchandisation du corps féminin. Comment est-ce que tu répondrais à ceux qui voient la GPA comme une opportunité ou une avance dans la procréation ? La GPA, en fait, pose la question de la marchandisation, en effet, du corps des femmes. Et beaucoup disent, mais certaines sont consentantes puisqu'elles signent un contrat. Et ensuite, il y a un échange. Cet échange, il est financier. Et alors, d'autres disent, oui, mais on peut penser à des GPA éthiques où il n'y a pas de marchandisation du corps humain, puisqu'il n'y a pas d'échange financier. Sauf que ça n'existe pas. En fait, les pays où ça existe, ça ne fonctionne pas. C'est le cas au Royaume-Uni, où les personnes qui veulent accéder à la GPA doivent se tourner vers des pays où il y a une transaction financière.
Et moi, j'étais fascinée de voir qu'il y a de plus en plus de comptes qui se développent de surrogate, puisqu'il y a aussi un vocabulaire qui est inventé pour effacer le terme de mère. On dit plus mère porteuse, voilà. On évolue dans le langage pour effacer justement ce côté biologique de la femme et en faire simplement un incubateur. Et alors certaines femmes, enfin moi je regarde ces comptes de près, montrent les maisons qu'elles ont pu acheter grâce au GPA, aux enfants qu'elles ont portés, à l'argent qu'elles ont gagné par ces GPA. C'est un monde terrifiant, justement, et ça revient à la question de la société de consommation qu'on voyait tout à l'heure. Aussi, absolument. Et la négation aussi du corps. Parce que, évidemment, il y a des implications dingues quand on porte un enfant. Et je vois bien que, là, elles disent que ça n'a pas d'effet. C'est-à-dire qu'elles le portent, elles accouchent et c'est fini. Je pense que ça, c'est impossible, sauf à vivre dans un monde où on nie les implications psychologiques et physiques et physiologiques. Une grossesse, ça remue des choses en nous absolument dingues, c'est hormonal, donc en fait, c'est quelque chose que la science prouve. La neurologie aussi explique qu'on peut... Moi, je l'ai vraiment vécu. J'avais pas tellement de souvenirs d'enfance, là, d'un coup, tout est remonté. Et d'ailleurs, c'est assez fascinant à vivre, et ça permet de... Moi, je trouve, quand on est enceinte, de retisser un lien, non seulement entre notre présent, parce qu'on vit quelque chose de très incarné dans son corps, et on construit aussi le futur, puisque cet enfant va construire notre futur. Et en fait, on relie toute notre histoire passée à l'aune de cette vie nouvelle. Et donc, ça ne peut pas ne pas avoir d'implication. Et par ailleurs, la science prouve aussi qu'il y a un lien entre la mère et l'enfant dans le ventre, et que l'enfant se nourrit déjà de cette relation dans la vie intra-utérine. Donc, on ne sait pas aujourd'hui les dégâts que ça peut causer, et pour l'enfant, on sait simplement que que ce n'est pas rien pour la mère, ne serait-ce que physiquement. Donc, d'ailleurs, ça me rassure, mais je vois que les féministes, même les féministes très progressistes, il y en a beaucoup aujourd'hui qui restent opposés à la GPA. Et justement, je crois qu'il y a des féministes qui disent que c'est un fardeau, la maternité. Qu'est-ce que tu aimerais leur répondre à ça ? Je fais la différence. Aujourd'hui, on voit bien que c'est parfois présenté, en effet, comme un boulet, qu'il faudrait traîner toute sa vie, ce gosse. Combien de fois on entend dire « mais tu te rends pas compte, t'en as pour 15, 18, 20 ans ». Non, on en a pour toute la vie, en fait. Oui, bien sûr. Donc, c'est pas comme un chien où voilà. Ça va vraiment. On sait dans quoi on s'engage. Et évidemment, c'est une charge. Les premières années de vie, particulièrement. Moi, j'ai pas encore d'ado, hein, j'ai que des petits, donc... Mais les gens m'expliquent bien que ça va pas être plus facile quand ils vont grandir. Mais c'est pas un fardeau. Le fardeau, c'est comme si on n'avait rien à... Enfin, c'est-à-dire aucune joie à en retirer. Au contraire, moi, ma vie, je pense qu'elle a pris sens avec mes enfants, peut-être même qu'elle a commencé avec eux. Alors que, je veux dire, ça allait très bien avant. Mais en fait, ça a pris une autre dimension. Et évidemment, oui, je peux pas, comme ça... choisir de prendre un train ou l'avion pour partir je ne sais où. Parce que oui, j'ai 2 petits boulets à traîner maintenant. Ouais. Mais ça me rend heureuse, et je pense qu'on ne regrette jamais en réalité. C'est ce que certains appellent des sacrifices. Moi, je ne juge pas du tout que c'est des sacrifices, mais c'est-à-dire de donner son temps pour eux. Au contraire, moi, je trouve qu'il n'y a pas de plus beau moment dans mes journées que ceux où je les retrouve, où ils me racontent ce qu'ils ont fait aujourd'hui, avec leurs mots, avec leurs balbutiements. et vraiment, quand on n'est pas dans la course, quand on prend le temps, c'est les moments les plus riches. Ouais. Ouais. Toi, à quel moment, justement, ta vision de la vie, on va dire, a-t-elle changé au moment de ta maternité ou après, comment ça s'est passé ? Alors c'est marrant parce que quand j'ai eu mon premier enfant, quelqu'un m'avait dit « Ah, ça y est, ta vie a changé ». Et cette phrase est beaucoup revenue. Les gens me le disaient avant « ta vie va changer ». Et une fois que j'ai eu mon fils, une fois qu'il est né, je me disais « j'ai pas l'impression que ma vie change ». Et de fait, j'ai pas l'impression que ma vie vraiment a changé, mais elle a pris une autre dimension, un autre sens. Et c'est assez... on pourrait comparer avec justement quand l'enfant arrive, quand il naît, et qu'on voit son visage. À la fois, c'est quelqu'un qu'on ne connaît pas, qu'on découvre, c'est un être totalement neuf. Et en même temps,
c'est comme si on le connaissait, comme s'il avait toujours été là. Et comme s'il avait été... Il existait depuis toujours et pour toujours, pour toute éternité. Et ça, c'est vraiment quelque chose de fascinant parce qu'on ne peut plus effacer nos souvenirs. On la relie forcément au travers de cette existence nouvelle. Et donc, j'ai relu ma vie tout entière à l'aune du visage de cet enfant. Et c'est comme si... c'est comme s'il avait toujours été là. Et en même temps, c'est quelqu'un qui surgissait comme ça, qui n'existait pas avant. Donc je dirais que ma vie a pris un autre sens. Elle n'a pas changé, en fait. Peut-être qu'en fait, toutes les années qui précédaient leur naissance, je m'ai préparée à ça. Peut-être que c'était ça, je sais pas. En tout cas, par contre, je pense que ça transforme un être humain. Enfin, ça transforme, oui, l'être qu'on est, plus que la vie qu'on a. Parce que ça nous fait, en tout cas dans mon cas, vraiment prendre conscience non seulement de toute la puissance de l'être humain, toute sa grandeur et toute la beauté d'une relation qu'on peut avoir avec quelqu'un et cette force du don de soi. Ouais. Vraiment. Et justement, dans ton livre, tu dis que toi, tu as 9 mois, on va dire, pour te préparer justement à devenir mère, etc. Mais pour les hommes, c'est totalement différent. Est-ce que tu peux nous parler justement de ces hommes et leurs sentiments? Parce que c'est qu'après 10 minutes, on va dire, quand justement une femme accouche, qu'il devient père et que sa vie change vraiment d'un coup. Alors oui, en effet, je pense que les hommes peuvent être impliqués dans une grossesse, essayer de se figurer ce qui se passe. Nous, dès les premières semaines, on sent des mouvements dans notre corps, des choses qui changent, donc on prend conscience de cette vie qui s'éveille petit à petit en nous. Les hommes, ils essaient tant bien que mal, il y a les échographies, après il y a le bébé qui bouge, donc à qui peuvent parler, qui peuvent sentir. Mais quand même, tous ceux à qui j'ai pu en parler, c'est pas concret, quoi. Ils ont besoin de cette rencontre avec l'enfant. Et c'est à ce moment-là qu'ils deviennent véritablement pères. Et c'est quand ils... c'est très symbolique, coupe le cordon entre la mère et l'enfant qui sont en fusion. Et le père est cet être qui va permettre peut-être à l'enfant d'aller davantage vers l'extérieur, découvrir le monde, qui va moins se réfugier dans cette alcôve réconfortante qu'est la mère. Et c'est drôle, c'est très touchant à observer de voir comment un père devient père, comment il tisse cette relation avec son enfant. Qui est assez différente et peut-être moins évidente. Alors encore une fois, ça dépend des histoires de chacun, mais peut-être moins évidente que pour une mère. Dans nos générations. Un message peut-être pour toutes ces femmes qui, justement, n'arrivent pas à avoir d'enfants. Je pense que c'est important aussi peut-être de faire une petite aparté là-dessus. Bien sûr. Je consacre plusieurs chapitres sur la question de... Alors déjà, il y a une question qu'on évoque peu, mais c'est la question de l'adoption, qui est aussi une autre manière d'être mère et d'être père, et qui provoque finalement les mêmes étapes quand on s'intéresse à ceux qui ont vécu l'adoption. Il y a ce développement un peu comme dans la grossesse, de l'attente et puis du moment, et de manière beaucoup plus courte et restreinte. Mais on devient parent avant même finalement de rencontrer son enfant. C'est quelque chose d'assez... ce qui est vraiment très beau à écouter chez ceux qui peuvent en témoigner. Et puis, il y a évidemment ceux qui, soit parce que la vie ne leur a pas permis, soit par choix aussi, certains font le choix de ne pas avoir d'enfants. Puis, il y a évidemment ceux qui subissent l'infertilité. Et il y a beaucoup d'autres manières de devenir parent. Alors, ce n'est pas un lot de consolation. Je pense que ce sera toujours de nature différente. Mais contrairement au mouvement, peut-être child-free, ou à la société de consommation dans laquelle on vit, la grande différence, c'est que quand on est tourné vers les autres, de quelconque manière, c'est-à-dire par le bénévolat, le don de soi, je parle aussi de l'art, parce que je pense que quand on est un artiste, on donne des œuvres au monde et on permet d'accéder à la beauté. Et bien, toutes ces manières de faire, c'est une manière d'être tourné vers les autres et de porter du fruit. Et c'est ce que j'ai appelé la fécondité spirituelle. Et je pense que c'est une notion clé. Et je ne réduis pas du tout le fait d'être utile aux autres et à ce monde à la question de la maternité, de la paternité. Je pense qu'il y a vraiment 1000 autres manières de porter du fruit.
Merci à vous d'avoir écouté cet échange entre femmes. J'espère que cette conversation vous a plu. Si c'est le cas, nous serions ravis de connaître votre retour et n'hésitez pas à nous mentionner en story sur les réseaux sociaux. Pour découvrir les nouveaux épisodes d'Éclat de femmes chaque semaine, abonnez-vous sur votre plateforme d'écoute préférée. Et si vous pensez que cela pourrait intéresser l'un de vos proches, je vous encourage à le partager avec lui. À très vite!